Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et comme c'est sa bonne habitude depuis plus de 5 ans maintenant, je suis accompagné de Guy Barrette. Hey, salut Mario, ça va bien? Oui, ça va super bien. En ce merveilleux mois d'avril. Il fait froid. Oh, vraiment? T'as une bulle qui fait fratte. Ouais, hein? Il fait froid. Pourtant, on a eu quelques belles journées qui nous annonçaient un beau printemps chaud et là, depuis quelques jours... Ah, je sais pas, j'étais dans le Nevada. Et Ouais, ben c'est ça, tu nous ramènes un peu de soleil. Oui, faut que tu nous ramènes du soleil. Guy, du nouveau Oui. dans ta vie? Moi, j'ai su ça. Parce que, écoute, ça fait combien? Presque 10 ans que tu es régional directeur de Montréal? Directeur régional? Plus de 10 ans maintenant? Ouais, mais il n'y a rien de nouveau dans ma vie. Ben, je sais qu'il n'y a rien de nouveau, sauf que tu seras plus tout seul. Donc, tu vas partager la tâche sur Montréal avec un nouveau directeur régional. Ben oui. Qui ça donne? Nous sommes extrêmement chanceux. Il s'est même déplacé aujourd'hui pour venir nous rencontrer. Hey Mario, te rends-tu compte de la chance que t'as d'être assis en face de deux directeurs Ben, régionaux? écoute, c'est parce que moi, je De sais que Montréal. c'est plutôt moi qui me sens privilégié. Notre invité aujourd'hui, c'est Laurent Duveau, qui fait son pèlerinage annuel parce qu'il vient nous parler de la conférence Mix 2011 cette année. Donc, ça fait 3 ans, 4 ans maintenant que tu fais ça, Laurent. Ben oui, bonjour Guy, bonjour Mario, bonjour tout le monde. Et je disais ça en entrée, c'est qu'il y a quelques semaines, tu as appris, toi aussi, la bonne nouvelle, ou en tout cas, tu le savais probablement avant nous, que Microsoft t'ont nommé directeur régional. Ben, je l'ai appris un petit peu plus tôt, ça s'enlignait pour que j'ai été proposé par Microsoft. Et j'ai appris officiellement, malheureusement je dirais, le 1er avril. Ce qui fait que l'annonce a été absolument épouvantable, puisqu'on a pu faire des jokes autour de ça involontairement. C'est-à-dire que je voulais même pas l'annoncer le 1er avril, je voulais attendre le lendemain, puis Guy l'a annoncé sur les listes un petit peu internes à Montréal. Et puis tout de suite, moi j'ai dit c'est une joke. Et puis tout le monde a embarqué, dit bah oui, c'est une joke de toute façon, parce qu'il y a déjà traditionnellement un RD à Montréal qui est extrêmement actif, extrêmement connu, qui fait très bien le travail. On pouvait même pas imaginer qu'on en ait besoin d'un deuxième, encore moins par exemple que ça soit moi ou peu importe en fait. Donc c'était vraiment sur la grosse surprise, c'était étonnant. Ce qu'après j'ai dit mais finalement non, c'est pas un poisson d'avril, donc tout le monde était mêlé, c'était incroyable. Moi, tu m'as eu 2 fois, parce que la C'est première fois, je dis, c'est poisson d'avril, j'avais cru. Et là, quelques heures plus tard, je dis, non, c'est pas vraiment poisson d'avril. Je dis, ben là, deuxième fois, C'était- 2-0. Ben, de toute façon, un 1er avril, c'était sûr. Et en parlant de directeurs régionaux au Canada, il y en a un deuxième nouveau qui a été nommé De la région d'Ottawa, à Ottawa, ouais, qui s'appelle, Colin Melia, qu'on connaît bien, nous, oui, qui est un spécialiste l'une Silverlight, Windows Phone, ouais. ouais, obscure technologie, là, que personne vraiment s'intéresse, là. Le cloud, Windows Phone. Ouais, alors on voit les sphères d'intérêt de nos deux nouveaux directeurs régionaux et les intérêts de Microsoft. C'est correct, ça. Oui. Puis moi, je peux pas être plus heureux que Montréal soit de plus en plus, comme on dit en bon québécois, sur la map. C'est-à-dire qu'on ait beaucoup de directeurs régionaux, puis qu'on prenne de l'ampleur. On le sait de toute C'est un façon. bon signe que la communauté va bien et que Microsoft le reconnaît, qu'il y a du travail à faire. Absolument. C'est la reconnaissance aussi que finalement, c'est toutes nous autres qui mènent toute la planète entière. On est là, on est absolument cachés, et là, de plus en plus, notre pouvoir est reconnu. On est parti. Le bio, ça vaut-tu la peine de faire une grande bio de Laurent? Ben, moi, je vais en faire une rapidement. D'accord. Parce que je trouve que c'est une belle histoire. Oui. Laurent, qu'on ne connaissait pas. Un jour, on reçoit un beau petit courrier électronique, un email. Écoute, ça faisait, dans les premiers mois, on faisait une 5 ans. émission, 5-6 ans, qui nous dit, écoutez, je suis dans le sud de la France, j'écoute votre podcast et j'aimerais bien émigrer au Québec. Et que de chemin parcouru depuis ce temps-là, parce qu'à l'époque, tu travaillais pour BeWise, Exact. à Toulouse. Oui. Donc, tu as encore un petit accent qui démontre que ton héritage. Accent du Sud. Et, ben oui, t'as immigré au Québec. Mais quelle belle histoire. T'es rendu ici, un enfant, t'as ta propre société, MVP Silverlight depuis- directeur régional. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est assez incroyable ce qu'on ah. peut faire en si peu de temps. Je m'impressionne moi-même là. C'est vraiment bien que ça puisse arriver. En tout cas,
on sent bien qu'on a la chance on a la volonté là de faire plein de choses incroyables. Ben, moi, ma théorie là-dessus, c'est finalement, tous nos cousins français devraient venir au Québec parce que il y a tellement de possibilités ici. Là, c'est comme t'as juste à te pencher, ramasser les fruits. Non. Non, c'est pas Non. vraiment vrai. Faut travailler fort. Faut travailler très fort. Il y a beaucoup de tes confrères parisiens ou pourraient en parler. Hein, ils pensent qu'arriver à Montréal, c'est tout va être facile, mais c'est pas facile. Faut C'est vrai. travailler. Peut-être même plus fort C'est que... pas forcément l'Eldorado comme on croit au début, mais faut Non, venir mais- être réaliste et puis Je pense- avoir les idées claires. Je pense que la réalité, c'est où qu'on soit sur la planète, faut travailler. Les choses n'arrivent pas par elles-mêmes. Laurent, aujourd'hui, on veut parler de la conférence mixte. Donc, je pense, en tout cas pour ceux qui ne connaissaient pas Laurent, pour vous dire, c'est vraiment un des spécialistes mondiaux de Silverlight. Son blog est un de ceux, fait partie des 10 blogs à lire si tu t'intéresses à la technologie Silverlight. Et outre ça, tu es fortement reconnu comme étant monsieur... comment ça s'appelle dans ta formation que tu fais? On a le Silverlight Tour. Oui, monsieur Silverlight Tour. Oui, d'ailleurs, c'est plus forcément que moi qui la donne, puisque des collègues à moi maintenant que j'ai formés pour les donner un peu à ma place, hein, pour partager la tâche, parce qu'on la donne quand même dans beaucoup de villes. Laurent, tu t'es cloné? Au Québec, j'ai réussi à trouver des nouvelles recrues, donc pour m'épauler, on dira. Et donc, parce qu'on donne quand même la formation partout au Canada, de Québec Europe. jusqu'à Vancouver, et puis en Europe aussi à Paris régulièrement. Donc, non, ça continue à bien marcher. Hein, ça va bien. Hein? Laurent, on t'a invité encore cette année pour nous parler de la conférence mixte. Donc, c'est toi qui vas avoir le plaisir, encore une fois, d'expliquer brièvement qu'est-ce que cette conférence que Microsoft organise annuellement. L'elevator pitch. Ah En oui, 30 absolument. secondes. Ok, donc Mix, c'est la conférence organisée par Microsoft chaque année à Las Vegas, aux alentours de mars-avril. Donc cette année, c'était en avril. Et donc traditionnellement, c'est la conférence où Microsoft va présenter et puis dévoiler tous ses produits et puis stratégies autour du web. Donc au fil des années, on a vu des choses comme Silverlight arriver, Windows Phone l'an passé. Cette année, on va en parler de qu'est-ce qui s'est passé. Mais donc Microsoft parle de tous les produits et technologies donc autour du web. On voit aussi il y a une mutation de cette conférence-là, parce que je me souviens, les premières années, c'était une conférence qui s'adressait beaucoup aux designers, développeurs, aux gens qui effectivement. s'intéressaient aux interfaces utilisateurs, à l'expérience utilisateur. Ouais, C'était- c'est vrai que c'était aussi business aussi. Oui, C'était hein. très peu développeurs. Et c'est là, vrai que ça s'adressait à une sorte de mix finalement entre designers et développeurs. et qui s'est là, transformé. c'est le balancier. Hein, écoute, avec Windows Phone l'année passée, c'était encore vers le développeur. Et cette année, s'il y a quelque chose qui ressort, c'est que les pauvres designers n'ont peut-être pas eu pour leur argent parce que Ouais, effectivement. C'est un peu ce qu'il en ressort depuis 2 ans. La balance penche beaucoup du côté des développeurs, effectivement. Mais c'est le cœur de Microsoft aussi, là. Mais reste quand même qu'il y a quand même pas mal de sessions sur CSS. Il y a des choses comme nouvelle interface utilisateur, là, ce qu'il appelle NUI avec Surface, Kinect, des choses comme ça que les designers sont allés certainement de ce côté-là. Donc les NUI, c'est ce qu'on appelle les Natural User Interface. Exact. Ou en bon français, les interfaces utilisateurs naturelles. Ouais, donc on voit des choses un petit peu qui sortent du cadre traditionnel d'utilisateur avec une souris et un clavier. Donc on voit Donc, pour nos auditeurs, là, quand vous entendez NUI, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait dire ça en français, NUI, en français, NUI. Donc on a les GUI, les nouvelle interface. puis les utilisateur. NUI, là, c'est ce qu'on connaît sur l'iPad, l'iPhone, c'est-à-dire on manipule ça avec nos doigts. C'est ce Voilà. qu'on connaît aussi sur les surfaces. Et... Du touch ou même carrément sans tactile, sans écran avec Kinect, là, puisque des choses assez intéressantes ont été montrées d'ailleurs cette année. L'approche que tu nous suggères pour faire le tour un peu de ce qui s'est discuté lors de cette conférence-là, c'est de rappeler un peu les 2 journées, les keynotes de chacune des 2 journées? Effectivement, je pense que c'est le plus simple, le plus clair, et puis c'est le mieux structuré, c'est qu'il y a eu, la conférence se passe en 3 jours, sachant que les 2 premiers jours, le matin, il y a un keynote. Donc on a eu 2 keynotes, comme chaque année finalement. Et donc, au cours de ces 2 keynotes, il y a pas mal d'informations qui passent sur des sujets complètement différents. Donc, si on passe en revue les 2 keynotes, on va pas mal passer en revue, en fait, toutes les informations Donc, intéressantes. mais imaginons que je suis un novice et que je me suis aucunement informé. Je serais porté à penser que la première journée, fidèle à leur habitude, Microsoft se sont mis à faire parler avidement de Silverlight 5, ou en tout cas ce qui s'en vient de ce côté-là. Donc, est-ce que c'était ce qu'on nous parlait la première journée? Eh bien, non, Mario. Effectivement, on peut le noter, c'est que pour la première fois en 5 ou 6 ans, Silverlight ne faisait pas partie du premier keynote. Donc, c'était un premier fait un peu marquant.
Mais c'est vrai qu'on a vu Silverlight naître à Mix, puis croître, et puis être toujours mis de l'avant. Et puis là, pour la première fois, donc, on s'est mis un petit peu en arrière-plan par quelque chose d'autre, donc qui s'appelle HTML5. Mais on s'attendait un petit peu aussi à voir l'émergence assez forte de HTML5 à ce mix-là, puisque Microsoft lui-même nous a préparé à ces annonces-là en publiant un message signé par 3 VP sur le blog de Silverlight, disant qu'il y allait y avoir beaucoup de nouvelles choses sur HTML5. Donc n'ayez pas peur de voir Silverlight passer un petit peu en arrière-plan. C'est normal, c'est le message qu'il voulait faire passer. Donc effectivement, premier keynote, on n'avait pas de Silverlight 5, qui est donc a été parlé au deuxième keynote. Donc le premier keynote a été vraiment centré autour de HTML5 et de la plateforme Microsoft pour rouler sur HTML5, c'est-à-dire actuellement Internet Explorer 9. La personne qui était là, c'était Dean Akamovich, notamment, qui est donc le responsable chez Microsoft d'Internet Explorer. Donc, on a profité pour montrer vraiment ce HTML5 qui roule très bien sur IE9, et il a également annoncé et démontré la toute première version du successeur du navigateur de Microsoft, donc IE10. Sommes-nous surpris? On augmente de numéro. On passe de 9 à 10. C'est ça. Donc, pour montrer encore plus de moi, démonstrations. je suis très surpris au niveau de la vélocité. Ben, c'est comme avant, c'était Silverlight qui avait cette vélocité-là. Maintenant, c'est l'équipe HTML qui doit avoir cette vélocité-là. Ils n'ont pas le choix parce que le standard HTML5 n'est pas défini encore. Donc, il y a des grands éléments, des grands pans du HTML5 qui sont pas définis, qui vont l'être durant les prochaines années. Donc, ils n'ont pas le choix d'avoir une vélocité plus grande Donc, de ce qu'il y avait avant. L'approche qu'ils prennent, c'est qu'ils ont dit que justement, pour pas casser trop souvent là, les développeurs et ce qu'ils sont en train de faire, ils allaient faire, puisque la norme HTML5 évolue de semaine en semaine, ils allaient faire des builds assez régulières pour les développeurs. Environ toutes les 8 à 10 semaines, il me semble, ils allaient sortir un preview d'Internet Explorer 10. Donc actuellement, je dirais la version qui vient de sortir, elle a une semaine, ça fait une semaine qu'ils travaillent là-dessus. C'est la Platform Preview 1. Donc c'est vraiment très très tôt et c'est vraiment uniquement pour les développeurs. Là on parle de IE10. Et donc, avec des nouvelles builds intermédiaires pour certainement intégrer ce qu'il y a de nouveau dans HTML5 toutes les 8 semaines. Mais grosso modo, ce que Microsoft a commencé par annoncer, c'est au niveau du navigateur, du browser, on veut redevenir le numéro 1 et on va vous fournir la meilleure expérience utilisateur, dont entre autres avec la performance, la rapidité. Donc, c'est toutes ces améliorations-là qui ont remis de l'avant, parce que c'est un discours maintenant qu'on entend depuis plusieurs mois par Microsoft, comme quoi que IE9, c'est extrêmement rapide pour rouler du JavaScript et pour donner vraiment une belle expérience utilisateur quand tu utilises du code HTML, des tags HTML. Oui, effectivement. Donc, Microsoft essaie clairement de montrer qu'ils essayent d'embrasser HTML5 au maximum et de fournir les meilleurs outils pour HTML5, autant au niveau du navigateur, puis autant au niveau des outils pour développeurs également. Hier soir, j'ai fait une petite expérience intéressante. Je faisais une recherche en utilisant mon outil de recherche préféré. Dans mon cas, moi, c'est Google. D'autres personnes, ça pourrait être Bing. Et j'ai focusé littéralement sur les vendeurs de contrôle, les infrajustiques de ce monde, les télériques, parce que je me suis dit, je voudrais voir comment ils se positionnent par rapport à HTML5. Et effectivement, je cherchais, et là, ce qui m'a agréablement surpris, je dis pas agréablement, je devrais dire tristement surpris, c'est la confusion des gens dans les forums des fabricants. Ben, premièrement, ce qui m'a surpris, c'est que la réponse de ces fabricants-là, grosso modo, c'est tout attaché avec le prochain sujet que tu vas nous parler, probablement, qui est tout ASP.NET MVC. Donc, c'est la réponse, parce que c'est la solution Microsoft. Parce que c'est pas une technologie HTML5, ce ne sont que quelques nouveaux tags en HTML, donc c'est difficile de dire voici nos nouveaux contrôles HTML5, ça n'existe pas cette chose-là. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est le nombre de questions de gens qui demandent à ces fabricants-là, ils sont où les contrôles HTML5 quand les gens cherchent la suite infrajustique ou la suite télérique pour faire du HTML5. Et là, eux, je dis tristement, mais de façon, tu sais, il a beau expliquer, ils répètent, là, des fois, 3 fois dans la même thread, ils répètent à la personne, ce ne sont que quelques nouveaux tags, c'est du HTML, tes pages, tu sais, parce que là, ils disent, ils leur disent, ben, nos outils qu'on vous fournissait qui faisaient du HTML, ils font du HTML5. C'est ça, ils font toujours du HTML. Et là, les gens répètent plus loin, en revenant, puis là, ils disent, non, on fait déjà du HTML5.
Et tu te rends compte, puis pas une seule fois, plusieurs fois, les gens sont complètement perdus. Parce que le message est tellement fort, HTML5, que les gens s'attendent à ce que ce soit une révolution, quand que finalement, ce ne sont que quelque chose d'assez banal. HTML5, c'est juste la suite d'HTML4, hein, donc c'est du HTML, c'est une version de plus, donc c'est plus de balises, plus de contenu, mais c'est toujours du client pur, donc du JavaScript, là, éventuellement avec du jQuery, puis du HTML. Mais ce qui va vraiment faire le changement, c'est quand les WebSockets, là, tout ça va être implémenté. Donc, on va pouvoir avoir des applications qui vont se brancher directement par réseau sur d'autres machines, sans aller chercher de l'HTML directement, mais se faire des connexions. Ouais, aujourd'hui, avec des voies de service puis du transfert du JSON, tu fais ça aussi à quelque part. Sans passer par des serveurs web, là. Directement sur des machines, tu pourrais te connecter sur un back-end en quelque part. Ouais, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire un peu l'équivalent aujourd'hui sans avoir à attendre ça, donc à mon avis, ça sera pas là, ça sera pas spécifié avant 5, 6, 7 ans. Anyway, moi, ce qui m'a vraiment frappé au niveau dans le keynote, c'est que Microsoft insistait sur le mot native HTML5. Oui. Le HTML5 natif. C'est weird un peu parce que HTML5, c'est pas natif à Windows. Hein. Bah, tout à fait. Puis c'est une grosse question que tout le monde se pose. À l'issue de ce keynote, c'est effectivement, et je voulais en discuter, de l'application native HTML, puis qu'est-que ça veut dire une application native? Parce que si on pose la question du monde dans une salle, et je pense que la question que je vais poser ce soir au user group dans ma session, c'est, je crois que je vais avoir que des réponses différentes. Il y a des gens qui vont me dire une application native, c'est du assembly, l'assembleur, une application native, c'est du C++, une application native, c'est du Windows Forms. Mais est-ce que, en dernier recours, ce serait vraiment HTML la réponse? Parce qu'HTML, c'est pas du tout une application native, c'est un standard ouvert de balises du document, finalement, qui roule sur toute plateforme, tout browser. En quoi c'est natif, ça? C'est pour ça que le message est extrêmement curieux. Et encore une fois, le patron de IE, la Dina Kamovic, a vraiment insisté sur ce terme en disant clairement que HTML5 serait des applications natives dans Windows 7. Et ça aussi, c'est assez curieux. Puis ce positionnement d'avoir vraiment HTML5 qui marche mieux sur la plateforme Windows, puis mieux sur IE9, j'arrête pas de me poser la question, est-ce que ça sert ou est-ce que ça dessert HTML5? Dans le sens, HTML5 est supposé être quelque chose d'ouvert, justement, quand on va aller vers HTML5. Et c'est bien correct parce que on sent que Silverlight pourra pas répondre à notre besoin parce qu'on a vraiment une application qui doit rouler sur iPad, sur Android partout, donc on va aller à HTML5. Très bien. Par contre, là, on est en train de nous dire qu'HTML5 sera mieux sur Windows. Donc, on se referme à nouveau sur une plateforme. Ben, si Microsoft cherche à quelque part à garder sa base d'utilisateurs, ils veulent pas que ces gens-là migrent parce que du coup, tu commences à changer de navigateur. Tu peux aussi changer d'OS à un moment donné parce que... Oui, mais Mario, ça veut dire quoi du HTML5? Ben, moi, ma compréhension, c'est que Microsoft, ce qu'ils disent, c'est vous pouvez rajouter des tags propriétaires que les autres browsers vont ignorer, mais que nous allons vous donner une petite expérience d'utilisateur. Tu vois, moi, c'est pas ça du tout c'est pas ça du tout que j'ai retenu. En fait, ce que j'ai retenu, c'est quand tu disais native HTML5, c'est que dans IE, le JavaScript est précompilé, bon, et aussi le rendu 3D est fait au niveau du GPU. Et ensuite, tu pouvais rajouter les fameux jump lists dans la taskbar. Mais ça, c'est du tag HTML que tu dois mettre pour les jump lists. Tu rajoutes dans ta page, mais qui marche que sur IE. Qui sont ignorés par les autres browsers. Ouais, dans ce cas-là, ouais, t'as raison. Mais ce que j'ai compris, c'est peut-être le message a mal été je sais pas, livré. Je pense que le fait d'insister sur native HTML5, ça fait rire beaucoup de gens dans l'industrie parce que c'est une antinomie, là. HTML5, c'est pour tous les types de plateformes. Et là, quand on parle de native HTML5, on met ensemble deux choses qui ne vont pas ensemble. En fait, ce qu'il voulait peut-être dire, c'est que l'expérience dans IE 9, IE 10, va être peut-être un petit peu plus agréable quand tu es sur mais sauf que la façon dont tu le dis, c'est plus qu'un petit peu plus agréable. Donc, c'est pour ça que c'est assez gênant. Puis on voit déjà sortir des articles sur le web. Microsoft se reprend le boomerang là. Non, mais moi, je pense que rien pour rien. Le terme native HTML5 n'a pas été dit pour rien. Microsoft sont en train de positionner un message plus global. Puis d'ailleurs, une des choses qu'ils ont annoncé dans ce keynote-là, vers la fin, c'est une conférence à l'automne. Oui, ça aussi, on peut en parler. Effectivement, ils ont annoncé exactement dans ces mots-là la prochaine conférence majeure pour les développeurs
aura lieu en septembre, le 13 au 16 septembre à Anaheim, en Californie. Donc, ils ont appelé ça la prochaine conférence c'est le majeure PDC? pour les développeurs. Alors, tout le monde se pose la question, PDC? Puis là, Donc, Microsoft PDC, répond pour pas. nos auditeurs, c'est Mais- Professional Developer Conference, qui est la conférence habituelle que Majeure Microsoft pour les fait. développeurs. Et Et- puis, Microsoft ne veut pas mettre un mot sur cette conférence-là. Alors, tout le monde est en droit de se poser la question, est-ce qu'ils vont renommer PDC? Est-ce que c'est un nouveau mot parce que on va parler d'autres choses complètement différentes? On sait pas. Moi, j'ai ma petite théorie. Je t'en glisse Chacun un a ses mot. théories. Tu J'en peux y aller. glisse un mot avant le début de l'entrevue. À mon avis, pourquoi ils ne veulent pas la nommer, c'est que dans le nom de cette conférence-là, il y a le nom du nouveau système d'exploitation qu'on appelle la suite de Windows 7. Des gens appellent ça Windows 8. Nous, on n'est pas dans le secret des dieux, mais imaginons que si cette chose-là s'appelle Orange, donc ça va être la conférence Orange pour les développeurs, et là, ils peuvent pas la nommer pour l'instant parce que ils annonceraient en même temps les couleurs Ouais, de mais leur... auparavant, quand ils ont annoncé .NET au PDC, ils n'ont pas dit le PDC.NET. C'est Mais moi, pourquoi j'aimais cette hypothèse-là, Guy, c'est que je pense que Microsoft vont vraiment avoir deux catégories de plateformes. Le Windows 7, là, je pense, va rester là encore longtemps, mais ça va être vu comme le patrimoine, les systèmes d'exploitation lourds que tu déploies avec un CD-ROM ou en tout cas que tu installes. le nouveau XP. Ouais, puis mais qui va durer encore le temps qu'il faut, Oh, les ouais. 10, 15, 20 ans qu'il Ben, a à vivre. Comme XP dure encore. Et ce nouveau OS-là va être un OS qu'on n'installera peut-être pas, qui va se déployer sur le cloud et tout, sur des tablettes, des bidules légers. Là, je fabule, hein, je suis pas dans le secret des dieux, mais puis le branding va être très important pour Microsoft. Donc, le nom, vont vouloir le mettre c'est le nom de ce produit-là, ils vont vouloir appeler cette conférence-là typiquement pour ça. Orange, je te dis tantôt. Hein. Mettons que ça s'appellerait Ok. Orange. Pour faire une analogie peut-être avec un autre produit qui en français s'appelle Pomme. OK. Et à quelque part, ce serait le nom de la conférence pour les développeurs Orange. Et un des mots-clés, c'est qu'Orange fait du native HTML. Donc, d'où le terme native. En tout cas, Chers auditeurs, aujourd'hui, Mario annonce la Ouais. sortie hey, de... prenez pas ça pour du cash, c'est vraiment de la Après, fabulation. on fabule, mais en attendant, c'est vrai que il essaie certainement de faire passer un petit message derrière ces termes-là, nous préparer à ce qui s'en vient, puisqu'ils ont déjà dit de toute façon, Microsoft, qu'il y aurait un gros changement dans la prochaine plateforme, Ben, en le fait, prochain OS Windows. Alors, on sait pas du tout en quoi il s'agit, ouais. mais ils nous préparent probablement à ce gros changement, parce que qui dit gros changement, il faut habituer les gens aussi à ça. Il y a quelques mois, à la question, quel est le plus gros défi pour Microsoft, Steve Ballmer a répondu la prochaine version de Windows. Ouais. Tout gros changement. Parce qu'à mon avis, la Puis prochaine version de Windows, ça sera pas un Windows comme on le connaît aujourd'hui. Mais là, on fabule. Oh oui. Ouais. Mais juste pour Hey, revenir, Oui, y avait-tu d'autres choses que... bah oui, parce que je sentais que vous allez passer au keynote jour 2. Non, mais, non, 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 je vais revenir rapidement sur, Faut qu'on parle de la semaine MVC, c'est trop important. également, mais encore avant, toujours sur le fameux Dean Akamovich, le gars qui parle de IE, qui a déclaré très clairement que actuellement, la meilleure expérience du web et de HTML5 était dans Windows 7 et IE 9. Sans plugin, sans Et il a Silverlight. ajouté un petit peu plus tard que un navigateur ne devrait pas avoir de plugin également. Il a dit clairement ça. Et là, quand j'entends ça, je trouve ça un petit peu dangereux aussi. Que tout le monde peut fabuler à partir de ça également. On sait que Microsoft a également une technologie à plugin, Silverlight. Donc, Qui c'est est toujours pas de mauvaise technologie, Ben, hein, elle réussit à c'est déplacer ça. Puis, Flash. ce genre de message peut nous faire penser beaucoup de choses. Alors, c'est intéressant de le noter également. Mais ça, je pense qu'il faut prendre un peu avec un grain de sel parce que c'est de notoriété que les équipes à Microsoft sont toujours en compétition C'est ça. les unes avec les autres. Parlons des équipes. Microsoft a Monsieur plusieurs- Akamovich et IE. Il supervise l'équipe d'IE. Et dans quelle équipe? Guy, Oui. si tu me poses la question, c'est peut-être parce que tu sais la réponse. Windows. Il est dans l'équipe de Windows. Ouais, hein? D'ailleurs, la deuxième personne qui l'a épaulé pour faire les démonstrations de HTML5 dans IE 9 et 10, c'était le fameux Steven Sinofsky. Qu'est-ce qu'il faisait dans ce keynote, monsieur? Alors que c'est le Windows. responsable de la plateforme Windows. Il est responsable de Il la était dans un plateforme keynote Windows. mix pour parler HTML5, encore une fois. Message caché. Et Ben, c'est pas Silverlight, pour rien. lui, Silverlight est dans quelle équipe? Dev. Dev. donc, Ouais. Scott Guthrie. Puis on sait que Windows, c'est toujours été un peu plus sérieux que Dev, c'est-à-dire que c'est le cœur de la compagnie, il reste encore leur système Ben oui, ils d'exploitation. protègent leur OS. Puis, donc, c'était pas rien d'avoir deux VP, là, un Windows et un IE, qui étaient
tous les deux en train de faire des démos en montrant IE10 qui marchait Ce parfaitement qu'on peut comprendre. sur Windows, et ils montraient en parallèle Google Chrome qui évidemment marchait tout crush. Et mais moi, encore une fois, j'arrête pas de me poser la question, en quoi est-ce que ça sert HTML5 de dire qu'HTML5 marche bien sur une plateforme mais pas bien sur une autre? Ouais, mais Non. Laurent, le prochain compétiteur appelons-le Windows 8, Mais- c'est Chrome OS. Google a annoncé clairement leur couleur. Ils vont faire un OS à partir de Chrome. Donc déjà, ils veulent, je sais pas si on peut dire salir, mais en tout cas diminuer la perception positive envers Chrome. Puis préparons-nous. Hein, De toute façon, Google le fait déjà avec leur fameux test acide, là, Oui. qui est écrit par un employé de Google, justement, des fois pour ne pas bien faire paraître C'est normal. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Hey, revenons à MVC, à ASP.NET. Ouais, donc là, on a parlé un peu de HTML5 en côté utilisateur, dans un navigateur. Donc, il roulait mieux sur ces plateformes-là. Mais ils ont montré également avec Scott Guthrie le côté développeur, qui serait plus intéressant. Parce que maintenant que Microsoft va bien gros sur HTML5, il faut qu'ils fournissent les outils aux développeurs. Hein, parce que jusqu'à présent, comment est-ce qu'on développe du HTML5 Notepad. Ça, c'est quand même du HTML5 et du HTML, du JavaScript. Encore là, il faut reconnaître que les outils que Microsoft offre, si on compare avec la compétition, Microsoft, s'il y a quelque chose qu'ils savent faire dans la vie, c'est faire des outils. C'est des pour outils, les donc on s'attendait à voir maintenant quels sont les outils que propose Microsoft. Et ils ont tout simplement montré qu'il y aurait un update, que je dis il est déjà là. Ils viennent de sortir un update de ASP.NET MVC 3. Et cet update, il s'appelle ça un tooling update, donc embrasse HTML5, puisqu'on a toute l'IntelliSense pour générer du HTML5. ASP.NET MVC va générer du HTML5. Ils ont intégré jQuery 1.5 et une petite librairie qui s'appelle Modernizer. Très important. Ok, je vois que tu connais. Pour ceux qui connaissent pas Modernizer, c'est une librairie qui permet de tirer avantage de toutes les nouvelles balises HTML5, donc d'avoir des nouveaux comportements HTML5, mais de faire un downgrade élégant, je dirais. S'il détecte que le navigateur ne supporte pas certaines balises, il fait un downgrade sur HTML4. Donc ça marche bien. Il y a rien qui casse finalement. On peut profiter de HTML5, mais tomber en HTML4 automatiquement grâce à Modernizer, donc qui est intégré également dans les projets qu'on fait avec ASP.NET MVC 3. Puis ils ont montré Entity Framework 4.1. Ça, c'est pour tout ce qui est relié avec notre back-end. Et puis ils ont montré Code First, à partir de nos classes, mettre des attributs, ça génère le modèle et la base de données. Donc ils ont fait toute une application sur le stage à ASP.NET MVC, Entity Framework pour l'accès aux données. Vous voyez qu'on pouvait créer des contrôleurs qui automatiquement faisaient tout le CRUD, insert, update, delete, puis présenter ça dans du HTML bien standard, HTML5. Le scaffolding également, quelques outillages là pour nous aider. Encore une fois, on met un attribut required, mettons, sur une classe, automatiquement, donc Code First va générer la base de données, la table avec la colonne dans la table qui serait plus le code genre JavaScript requis, de validation. plus la validation côté UI, le JavaScript pour faire la validation de ce champ requis. Également l'intégration de NuGet. Mais on s'entend, ça c'est rien de nouveau, ce n'est ça que des évolutions parce que ça C'est fait des déjà updates. des années que Microsoft travaille Ça là-dessus. s'appelle les updates. Donc c'est de l'update oui, qui c'est- vient embrasser HTML5 avec l'outillage. Mais donc le message c'est qu'ASP.NET MVC génère du HTML5. Au passage, on peut peut-être noter qu'ils n'ont pas mentionné ou qu'ils ne mentionnent plus ASP.NET Web Forms. Non, ça existe plus. Voilà la conclusion qu'on peut en dire. Effectivement, Web Forms semble plus être trop dans le vent. Donc la communauté, de toute façon, la communauté est partie sur MVC, donc Microsoft est parti sur MVC. Ouais, en fait, Webforms est une technologie qui est mature, qui est toujours là, qui est pas, Microsoft tire pas la plug là sur cette technologie-là, Oui, mais l'évolution pas ce qu'ils auraient se pu fait. montrer qu'il y aurait du HTML5 dans Webform aussi, finalement, ce qu'ils n'ont pas montré. Donc, est-ce qu'il y en aura, il n'y en aura pas? Ou est-ce qu'ils se concentrent sur MVC? Ça semble être la deuxième solution. Ouais. Ben, Concentre sur MVC. L'industrie reconnaît que la bonne façon de programmer des applications, c'est MVC. C'est ça, ça n'invalide pas Webform, ça existe, les gens peuvent maintenir, mais c'est qu'on sent que Microsoft va pousser maintenant sur MVC. En intégrant également dans ce fameux update MVC3 le NuGet 1.2, donc NuGet. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la façon d'avoir directement dans Visual Studio, d'aller chercher, d'installer, déployer dans son application des sortes d'add-in, comme on a besoin Des librairies. des librairies, on a besoin d'MVVM Lite, on a besoin de n'importe quelle librairie open source. Bien, rien d'un clic d'un bouton, on va télécharger des DLL, les mettre en référence dans le projet, les mettre à jour et rouler le projet avec toute cette fonctionnalité. Moi, Laurent, cette partie-là m'impressionnait pas tant que ça parce que c'est comme l'évolution normale des choses. Moi, ce qui m'a impressionné quand je regardais vite le keynote, c'est Webmatrix, mais pas... tu
sais, il y a deux choses chez Webmatrix, puis je vais te laisser présenter qu'est-ce qu'est le produit Webmatrix, mais il y a deux choses qui m'ont frappé. L'écosystème autour de Webmatrix, Microsoft font bien leur classe, c'est-à-dire que ils s'assurent d'avoir tous les joueurs, les partenaires pour que ça soit facile de créer des applications web aisément avec Webmatrix. Le but de Webmatrix, c'est de simplifier le développement d'applications. Et l'autre chose, contrairement à ce qu'on a déjà connu dans le passé, comme des produits comme Microsoft Access qui t'amenaient dans un cul-de-sac parce que tu développais là-dessus, tu pouvais jamais migrer vers une vraie plateforme de développement mature à la Visual Studio. Webmatrix, ben en arrière, c'est du ASP.NET MVC. Donc, si un jour, tu veux aller plus loin que juste que ce que cet outil de conception rapide d'application de site web t'offre, ben là, tu tombes dans une application ASP.NET MVC 3.0. Puis c'est très simple, tu ouvres ça dans Visual Studio et ça fonctionne. Donc moi, c'est les deux choses qui m'ont épaté. C'est il y a un écosystème, tu peux acheter des skins, des habillages CSS. Donc c'est assez impressionnant quand même la maturité qui ça semble avoir ce produit-là. Oui, ben effectivement, Webmatrix, les démos ont été faites avec Webmatrix. Donc Scott Hanselman a fait une démo, il a créé une application web au complet en 8 minutes, mais de façon élégante avec du MVC, du Entity Framework. Il allait chercher des modules effectivement directement. Donc ils veulent présenter Webmatrix comme étant un outil qui permette aux développeurs web débutants, je dirais, de débuter très vite sur cette plateforme-là et de faire des technos Microsoft. Moi, je reste un peu sceptique sur un point, c'est j'arrive pas bien à comprendre le positionnement de Webmatrix et puis de Visual Studio, et notamment Visual Studio Express, puisque la gamme Visual Studio a été déclinée jusqu'aux versions Express, qui sont des versions gratuites pour les hobbyistes, qui permettent de faire du web, du ASP.NET, du Silverlight, et puis maintenant on a Webmatrix, dont le message est un peu similaire. Même si on sent que c'est Webmatrix, c'est un peu plus de vent en poupe. T'es pas supposé être un développeur, t'as pas besoin d'avoir une formation forcément de programmeur. Ouais. Tandis que les versions de bas de gamme de Visual Studio, c'était plus pour les étudiants qui débutent, qui veulent apprendre à faire du C# et compagnie. On va dire les gens qui veulent faire du Visual Studio sans argent. Mais c'est vrai, donc Webmatrix serait plus pour peut-être les gens aller chercher les gens de PHP, ce monde-là, qui développe très facilement sur ASP.NET, MVC. L'écosystème, écoute, quand tu regardes la liste de, tu sais, tu peux pogner directement. C'est très communautaire, c'est ça. Tu sais, les WordPress, les Arch, tout le monde, ils sont là, ils sont déjà intégrés, tu peux facilement aller chercher puis tirer parti de ces plateformes-là, c'est comme wow. C'est vrai que c'est beaucoup plus communautaire qu'un Visual Studio. Un Visual Studio, c'est il faut aller chercher nous-mêmes si on veut des choses. Là, c'est comme intégrer dans l'outil. Peut-être encore une fois pour les développeurs PHP aussi qui sont très communautaires. Puis moi, je vois cet outil-là facilement comme étant un produit que Microsoft pourra faire évoluer puis un jour offrir peut-être comme sous forme de service, c'est-à-dire que tu l'installes même pas sur ton poste, tu l'utilises directement à partir du web. Ça pourrait être facilement le genre de plateforme qui se fait rapidement dans cette nature-là. Pourquoi installer localement quand tu peux l'utiliser direct? Et bâti en HTML5. Ben oui. Autre chose? Aussi, on parle de Orchard, qui est le CMS de Microsoft, qu'ils ont fait évoluer encore avec, donc c'est un CMS qui permet d'avoir un outil un peu, une portion d'un SharePoint, à se faire un site web. C'est ça, là, ça pose la question. Mais SharePoint, il se situe où dans tout cet écosystème-là? C'est ça, parce qu'en plus, le back-end est un petit peu similaire à SharePoint, là, dans leur liste, etc. Donc, là aussi, on peut se poser la question, Orchard, SharePoint, certainement, encore une fois, parce que, là, on vient de dire que Webmatrix, la version très simple et communautaire de Visual Studio, moi, je verrais Orchard comme la version bien plus simple aussi d'un SharePoint, qui est quand même un gros morceau, un SharePoint. Un gros outil à installer, à maintenir, à administrer. C'est comme un... Orchard, c'est un petit CMS, t'as besoin d'un website, que tu vas donner à un client qui va pouvoir mettre à jour lui-même ses petites pages avec un Orchard, donc c'est un CMS. Mais genre WordPress ou .NET Nuke, là. Mais la version Microsoft. Et puis ils ont fait évoluer encore ça avec notamment des modules. On peut aller directement chercher des modules. On a besoin de sites de commerce électronique. On a le module Amazon. On clique le bouton, on intègre Amazon. Choses comme ça. Mais moi, c'est la chose qui m'épatait. C'est-à-dire qu'avec Webmatrix, en peu de temps, en utilisant ces modules-là, tu peux te créer un site. Tu sais, c'est la loi de Pareto. Là, 80% des besoins de ce que les gens ont besoin de faire pour le web, avec cette solution-là qui représente juste 20% de tout ce qui est disponible comme genre d'outillage, va satisfaire beaucoup de gens. Donc, puis moi, ce qui me plaît, c'est que c'est pas un cul-de-sac. C'est-à-dire que si un jour tu veux aller plus loin, tu réouvres ça dans ton Visual Studio et là, tu as une application ASP.NET MVC. Ça, c'est une question que je me posais parce que moi, directement, la différence entre un Visual Studio et un Webmatrix, c'est Webmatrix, tu développes tout dans un site. T'as pas de librairie de classe, tes classes sont dans ton web. Il y a des gens, ça va leur faire hérisser les cheveux, mais si tu me dis qu'on peut après ouvrir ça comme du bon dans vieux Visual Studio, ASP classique.
Bah, c'est ça. Donc là, on a quand même, ça va être un gros accélérateur, mais on a quand même des classes dans des pages. C'est sûr que un jour, tu vas avoir des gens qui vont spécialiser à prendre des applications Webmatrix et les ramener. Et les remettre en modèle 3 tiers. Je pense que tu peux le faire. Il y a les fameux helpers qui viennent avec Webmatrix pour, je pense aussi Razor. Tout ça là, fonctionne dans Visual Oui, parce que tu peux Studio. créer ton propre gabarit aussi pour dire, ben, quand tu crées du Webmatrix, moi, je veux que tu le crées de cette façon-là. Je te laisse pas créer n'importe quelle façon. Ça sera justement une job pour des architectes comme nous autres, mettre ça en place. Puis pour aider le côté designer, ils ont montré que des sites comme Template Monster, donc c'est un site qui fournit des gabarits là de design prêts à installer pour du web. Ils ont montré que Template Monster avait une catégorie Webmatrix également. Ouais. Vous pouvez directement cliquer, Ça m'a surpris. prendre un template, cliquer Webmatrix, on avait une URL, on mettait l'écosystème ça dans est l'outil là. Et déjà, et on récupère directement tout un design. Parce que si on est un développeur, que c'est pas notre force purement le design, on a quand même la possibilité de partir de quelque chose Parce que moi, je me intéressant. souviens, il y a 2 ans ou 3 ans, d'avoir dit à Microsoft, à l'époque, pour Silverlight, puis surtout WPF, ça prend des gabarits déjà pré-mâchés, parce que les gens n'ont pas le temps de commencer à bâtir. Et là, à cause de la puissance du web, que c'est déjà un écosystème omniprésent, ben là, Microsoft peut en tirer parti. Et les gens qui faisaient ça, eux, sont capables de créer des gabarits Webmatrix parce que c'est à peu près, ils prennent leur gabarit WordPress ou leur gabarit .NET New et ils les migrent vers Probablement Webmatrix. qu'avec peu d'efforts, ils arrivent à en faire. Puis pour eux, c'est un nouveau intéressant. marché. est-ce que ça couvre le keynote numéro 1? Ça couvre pas mal le keynote du jour 1, oui. Donc là, le lendemain, tu dois t'avoir dit, toi, qui est MVP Silverlight, bon, aujourd'hui, on va me parler de Bon, on va au Silverlight. travail. Donc, est-ce que c'est arrivé dans la première minute ou ça a pris du temps? Ben non plus, malheureusement, la grosse vedette, c'était quand même Windows Phone. Donc le keynote du jour 2, c'est Joe Belfiore, le président de la division Windows Phone. Je sais pas si c'est une division d'ailleurs, on va dire du produit Windows Phone. Et puis, Joe Belfiore, c'est intéressant de noter qu'il a commencé son keynote en s'excusant. Puis c'est quand même pas rien, je trouve, quand un VP vient et s'excuse sur le stage. Alors il s'est excusé de l'update qui n'a pas bien fonctionné C'est pour le- Windows Phone. Vous C'est êtes le tous moins au courant. qu'il peut faire parce que en fait de perception, comment aider à tuer un produit qui a déjà de la misère à lever. Oui, puis Microsoft a été un peu arrogant là sur les messages en disant notre update est fini depuis décembre, vous l'aurez en février, puis en avril il y a encore du monde qui l'a pas. Puis lui-même a mis un peu de l'huile sur le feu en faisant une interview à Channel 9 quelques semaines en disant tout va bien, l'update se déroule bien, tout le monde là, alors que c'est absolument faux. Donc il s'est quand même excusé auprès des gens auprès de ça en disant ben c'est vrai, on a appris de nos erreurs. Microsoft a appris que les updates c'est pas facile sur les téléphones cellulaires. Ils avaient dit qu'ils feraient mieux que Android et puis mieux que les updates Apple avec le iPhone et finalement ils se rendent compte qu'ils feront pas mieux parce que ils l'ont expliqué clairement, ça dépend pas que de eux, ça dépend donc des carriers. Par exemple, au Canada, on a un Rogers, on a un TELUS et que les updates, c'est faux de dire qu'ils vont passer directement sur le téléphone, un message que vous avez plus ou moins dit il y a un an. En fait, non, ça va bien être validé et soumis aux tests de ces carriers qui vont chacun faire leur test, chacun leur vitesse. Ce n'est pas simple maîtriser Ce tout n'est pas ça. simple du Et tout. Ils l'ont moi, appris. pour avoir fait du logiciel pour les téléphones cellulaires à la fin des années 90, puis avoir eu à vivre avec les carriers, puis connaître ce monde-là, puis je vous dis, dans les années 90, c'était encore plus fermé. Je ne peux que lever mon chapeau à Apple, comment ils réussissent à... Ah oui, parce que autres, Apple a un lui, device. ils poussent l'update eux autres mêmes, là, puis... Mais Apple n'ont qu'un device. Ben, je pense qu'ils sont quand même soumis aux tests des carriers, mais du coup, il y a qu'un seul device, donc c'est peut-être plus simple Non, aussi. Microsoft a plein de devices, plein de carriers, donc il y a de la job. Moi, je sais que mais sur Fido, il y a les patchs que je recevais, c'était des patchs spécifiques Fido. Au début, là, je les voyais rentrer parce que il y avait la patch, puis là, l'autre arrivait tout de suite après. C'était donc il y avait quand même tout un travail de synchronisation qui était fait avec les carriers pour s'assurer que chaque carrier ont toutes leurs petites demandes. Écoute, eux, ils veulent se différencier de leurs compétiteurs. Donc ça crée un monstre, je devrais dire. Puis ça me surprend que Microsoft, écoute, ils sont pas nouveaux là dans les téléphones. Ils ont fait le Windows Phone. Bah, c'est vrai. Donc, en en tout cas, là, ils ont appris ça de manière forte, ils ont pris une grande claque, et puis donc c'était un petit peu arrogant de dire il y a quelques mois, on poussera les updates direct sur le téléphone et tout ira bien. Donc c'est quand même bien au niveau, je dirais, message et marketing. C'est quand même du bien de voir un VP qui s'excuse devant tout le monde. Qui s'autoflagelle. On dit bon, ok, c'est vrai, bon, c'est pas si pire. Et suite à ça, il y a eu des annonces intéressantes, plus rigolotes. Ben là, moi, ce qui me faisait sourire, c'est on nous démontre le i9 sur le Windows Phone. Encore du Internet Explorer.
Ouais, c'est vrai que donc c'est le prochain update, celui-là le plus majeur. Là, je veux dire, le premier update, c'était un petit update, mais le prochain update de Windows Phone, qui s'appelle Mango, son nom de code, pour moi, c'est quasiment plus qu'un update, c'est carrément une nouvelle version parce que c'est assez impressionnant. Ça valait la peine effectivement de mettre l'accent sur le keynote parce que c'est très impressionnant tout ce qu'ils ont rajouté. Ils ont clairement regardé tout ce qui fonctionnait pas, tout ce qui était amélioré, et puis ils ont tout amélioré. Ils sont allés chercher 1500 nouvelles API dans le téléphone pour accéder à peu près tout ce qu'on n'avait pas accès, les contacts, les téléphones, le caméra, plein de sensors. Donc on a plein de belles choses. Ils ont amélioré le performance et rajouté plein de nouveautés, le multitask, les sockets et IE9 pour le browser. Donc ils vont pouvoir amener HTML5 on dans le téléphone. On s'entend, si t'es vice-président à la division Windows Phone 7, t'as du budget. Microsoft, ils sont prêts à mettre l'argent qu'il faut pour... écoute, là, aujourd'hui, son numéro 5, je pense, dans le marché. Et il y a des pronostics qui disent que s'ils livrent la marchandise avec l'entente qu'ils ont avec Nokia, ils pourraient devenir numéro 2 un jour. Oui, on a vu qu'il y a 2 études qui ont été parues, là, le IDC puis le Gartner. C'est quand même pas rien, qui ont sorti leurs études en disant qu'en 2015, la plateforme Windows Phone serait la deuxième plateforme elle dépasserait donc iPhone, puisque ce serait Android qui serait premier. Parce qu'il va y avoir un gros marché plus bas de gamme, parce que on s'entend, iPhone reste toujours dans haut de gamme, où est-ce qu'ils font des bonnes marges de profit, puis avec Nokia, ils vont aller chercher un autre marché qui est moins grosse marge de profit, mais quand même beaucoup de marché. Tous les pays émergents, là, en Chine, en Asie ou en Afrique. Mais il faut qu'ils livrent la marchandise. Puis là, les premières expériences où est-ce qu'ils sont pas capables de gérer les patchs comme faut, ça l'augure pas bien. Mais en tout cas, ils ont quand même une entente avec Nokia, puis bon, on va espérer que Microsoft vont savoir engager les bonnes ressources qu'ils vont être capables de délivrer. Donc cet update, la Mango, il est prévu il a été annoncé, mais en fait il est pas disponible. Ça sera pour cet automne, probablement autour du mois de septembre. On n'a pas de date, donc ça s'en vient, mais c'est un update très majeur, autant au niveau, je dirais, utilisateur que développeur. Vraiment pour les développeurs, on a 1 million de choses à aller explorer là, une base de données locale, un SQL CE finalement. Donc ça joue un petit peu ce qu'avait sorti Microsoft il y a quelques temps. SQL CE, on l'a dans le phone avec du link to SQL pour aller requêter ça. On a des petits les petites tiles qu'on a en page d'accueil dans Windows Phone. On va pouvoir on a ce qu'on appelle les live tiles, les tiles qui sont animés sur les applications de Microsoft. On va pouvoir faire ça aussi sur nos applications, puis gérer les updates de cette petite image. Donc c'est quand même des choses intéressantes. Mais il faut que Microsoft élève la barre parce qu'il faut qu'ils rejoignent et dépassent un jour Apple s'ils veulent vraiment être un joueur sérieux. Et bon, en tout cas, de mon point de vue, ils ont des croûtes à manger. Là, faut qu'ils c'est sûr. Donc, mais faut jamais sous-estimer Microsoft. Vous pouvez en parler à une certaine compagnie qui est dans le domaine du jeu qui s'appelle Nintendo. Quand Microsoft a annoncé qu'il embarquait avec la Xbox plusieurs années, le monde riait en disant. Oui. Et aujourd'hui, puis personne rit. C'est vrai. Donc, peut-être, bon, puis je suis sûr que Steve Ballmer se dit, en 2015, personne va rire de notre Windows. C'est là où ils sont dangereux, finalement, Microsoft. C'est quand qu'ils partent en arrière, puis qu'ils ramènent les wagons. Surtout quand ils savent c'est quoi la cible, qui il faut qu'ils copient. Parce qu'ils sont très bons à copier et à dépasser un jour. Mais jusque-là, tu vois pas de Silverlight? Est-ce que Silverlight existe encore? Mais avant de parler de Silverlight, Guy, tu mentionnais qu'il y avait peut-être des petites choses rigolotes. Oui. C'est quoi? Enfin, Angry Birds sur Windows Phone 7. Effectivement, moi, c'est 2 applications que j'ai notées qui m'ont fait plaisir, c'est qu'ils vont arriver Angry Birds, je crois que c'est le 15 mai, et puis Skype également. Skype parce que les nouveautés justement de Mango, le push, etc., les sockets vont pouvoir activer ce genre d'application. Donc Skype et puis Angry Birds. Que d'heures perdues sur Angry Birds. Tu connais ça, Mario? Non, mais mes enfants doivent connaître ça, mais pas moi. C'est le jeu numéro 1 sur iPhone. iPhone. Ben, je sais, mais je l'utilise pas. C'est ça que je veux dire. Je suis vraiment pas joueur à ce niveau-là. Chacun ses plaisirs, j'ai d'autres plaisirs. Donc, Windows Phone, c'était un bon 2 tiers de tout ce qui note là. Et est arrivé après ça Silverlight 5. Donc et encore là, c'est juste une annonce. C'est pas, on a pas encore donc on est en Silverlight 4. Ils viennent Silverlight 5. Ça fait un an qu'ils ont annoncé Silverlight 4, donc on s'attendrait. Oui, Silverlight 4 est sorti en avril, oui, exactement, il y a 1 an. Donc, Silverlight 5 a déjà été annoncé dans un événement spécial en décembre dernier qui s'appelait le Silverlight Firestarter. Donc là, tu dis, est-ce qu'ils vont avoir quelque chose à nous donner, des bits, du code? Ben, c'est ça qui s'est passé parce qu'au niveau des nouveautés, tout avait été annoncé, démontré, mais on n'avait pas de code, on n'avait pas de bits.
Donc, ils ont travaillé à finaliser finalement Donc tout là, est-ce ça que c'est et un à bêta distribuer. ou Donc, c'est un bêta public. Donc, C'est la première version de Silverlight 5 disponible. donc on peut C'est un bêta. s'attendre à l'officiel quelque part à l'automne, j'imagine. Probablement. Il n'y a pas eu de date communiquée, mais probablement ça. Donc, c'est cette année, puis probablement à l'automne. Mm. Donc, Silverlight 5 bêta disponible. Vous pouvez le télécharger. Ça n'a pas de go live, hein, donc encore une fois, c'est pour les développeurs. Commencez à voir ce qui s'en vient. Ça s'en vient très vite, comme chaque fois avec Silverlight. Mais rien de nouveau par rapport à décembre. Là. Rien de nouveau, très peu. Il y a Ok. 2-3 petites choses, mais rien de nouveau par rapport à décembre. Donc, Ok. Est-ce qu'on a glissé un mot quelconque sur un format de nouvel ordinateur qui s'appelle tablette? Ça me semble être comme le grand C'est pas- absent de cette conférence. Non, ben, C'est pas le lieu à Mix. ouais, c'est pas le faut que je me posais la question Ouais. s'ils allaient parler parce qu'il y aurait des applications Windows Phone qui rouleraient sur Ben, un Windows tablette, mais il y a est-ce que pas c'est eu le de... lieu à Mix de parler du Kinect? Qui est un autre sujet qu'ils ont C'est le abordé. coding for fun, ça. Ouais, c'est vrai. Hein? Tu sais, Mais, c'est comme si Microsoft, ils effectivement. ont rien vraiment qu'ils peuvent annoncer. Ça, c'est à mon avis, s'ils pouvaient Ils annoncer. s'en gardent sous la pédale, c'est sûr. Moi, je m'attendais peut-être qu'ils La montrent un prochaine petit peu. des conférences pour développeurs, le 13 au 16 septembre à Anaheim, la conférence Orange Windows. Oh, là. je sais Non, pas, là, clairement. Mais oui, non, là, ils ont rien parlé au niveau tablette et tout le monde se pose la question, est-ce qu'ils vont enfin rivaliser le iPad là, avec une interface complètement tactile et puis on aurait un Puis on modèle s'attendrait que ça d'application. pourrait peut-être être dans Silverlight, ces choses-là. Et... Ça pourrait être des applications qu'on écrit une fois, Je puis sais qui pas, roulent c'est- sur Windows Phone et puis sur une tablette, on sait pas. C'est de la spéculation, mais il n'y a pas eu d'annonce. Si de ce la côté-là. plateforme de développement du téléphone et les Silverlight, on s'entendrait que la plateforme de développement de la tablette serait aussi Silverlight. En tout cas, c'est ce qu'on connaît du côté de Apple. Donc, mais il n'y a rien d'annoncé. C'est pour ça qu'on me parle du iPhone, mais ça me surprend, moi, le silence autour de ça. Ça peut soit vous dire on en garde on a des cartes dans nos manches et on les annoncera du 13 au 16 septembre. Rendez-vous en septembre. Ou ça peut aussi vous dire, écoute, on est vraiment beaucoup derrière où sont rendus à Apple qui eux sont déjà une deuxième génération d'un iPad. C'est peut-être aussi désastreux que ça. Faudra voir. Donc, c'est ça. Effectivement, sur Silverlight 5, juste l'annonce que les bits étaient disponibles, très peu de choses parce que probablement tout avait été déjà démontré en décembre. Parce que finalement, sur ce keynote, si on le regarde, il y a que 20 minutes de Silverlight 5, dont la moitié qui était du HTML5, encore une fois, parce qu'ils ont montré, ça c'est un petit peu malheureux, je trouve, mais ils ont montré un site web avec Silverlight 5, dans le sens où c'était le site de la patrouille des avions aux États-Unis, s'appelle les Blue Angels, ceux qui font des acrobaties dans les airs. Et ce site web était réalisé avec des vidéos HTML5. Il y avait une petite page là-dedans où il y avait des vidéos on pouvait changer d'angle. Et ça, c'était Silverlight 5. Mais je trouve ça très dommage de montrer... Le message que veut faire passer Microsoft depuis quelque temps, c'est que pour les sites web publics standards, ce sera HTML, et que pour les applications d'affaires intranet, c'est Silverlight. Et là, il nous montre Quelque chose qui n'est pas une Silverlight. application d'affaires. Il nous montre vraiment ce qu'on veut pas entendre, c'est que Silverlight, utilisé à mauvais escient, selon moi, en tout cas, nous, dans Renat Server, où on fait beaucoup d'options Silverlight, on prône d'aller avec ce qui fait du sens pour le client, et quand c'est une application d'affaires avec beaucoup d'accès aux données voire même sur un intranet, ou en tout cas des environnements contrôlés, Silverlight fait très bien la job et se déploie très bien. Et si on nous demande de faire le site public de Céline Dion, bon, ben, on est là avec du HTML5 parce que ça fait tout pas le de monde- sens qu'elle ait du Silverlight pour ça. Alors là, il nous montre Silverlight utilisé dans un site web public où il y a d'ailleurs la moitié du site qui est fait en HTML5. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais d'ailleurs, est-ce qu'ils ont glissé un mot quelconque sur LightSwitch, qui est l'équivalent un peu du WebMatrix, mais Silverlight, pour faire des applications intranet? Oui. Et là, c'est encore là. Pour, Non, ils ont pas parlé du tout de LightSwitch, effectivement. Mario. ça n'existe plus, ça. En tout cas, le message est Il est complexe. sorti un Il nouveau. il passait en bêta 2 il y a Ouais, quelques semaines. ouais. Effectivement, ils en ont pas parlé du tout au mix. C'est comme si c'est pas le message fondamental que Microsoft veut maintenant. Et- Pourtant, LightSwitch, ça peut être une plateforme intéressante pour faire Ça des pourrait applications. relancer Silverlight parce que comme le WebMatrix qui pourrait relancer le web traditionnel, Lightswitch pourrait démocratiser encore plus Silverlight. Donc
C'est ce que j'en pensais. En tout cas, ils l'ont pas montré. Et sur ces 20 minutes de Silverlight où il y a eu 10 minutes de HTML5, les 10 autres minutes, c'était pour montrer la 3D. Alors là, c'est très bien. On a la 3D, la vraie 3D Donc, en Silverlight. Mais on montre encore une fois du Silverlight pour du média et puis pour de la 3D. Et on n'a jamais montré Silverlight pour des scénarios d'application business, du data binding. Il y avait des belles choses comme le debugging de data binding, et plein de choses autour du data binding, vraiment. Mais c'est la même chose avec HTML5. Ce qu'on nous a montré, là, c'est des belles vidéos que tu fais en 3D, que tu t'as des effets pour faire éclater tout ça. Mais Et de toute façon, on aurait bien de la misère à montrer une application d'affaires avec HTML5 parce que c'est pas encore tout à fait le cas au niveau du tooling, ouais, pas de data suite, hein. binding. Puis, on parle encore d'une technologie qui sera mature dans 4 ans, donc c'est un petit peu tôt. Ouais. Mais je trouve ces messages là, HTML5, médias, puis Silverlight qui positionnent dans les médias un petit peu curieux. C'est comme on veut sauver. C'est quoi le dicton, là? On va sauver le bébé, puis l'eau du bain ou la couche de la poule. Faut pas jeter bébé avec l'eau du bain. Ah ouais, c'est ça. Mon Dieu, que j'étais loin! Mais ce que ça nous dit, c'est que, tu sais, on disait toujours qu'un jour, WPF et Silverlight fusionneraient. Ben là, avec le 3D, on voit vraiment que c'est... On voit qu'ils en mettent beaucoup plus dans Silverlight. On sentait déjà, de toute façon, que les deux technos étaient allés pour fusionner de plus en plus. On s'en va vers là. Plus ils en ramènent dans Silverlight et moins on en aurait d'intérêt à la WPF. Ça, c'est sûr que on va de plus en plus dans Silverlight. Ce qui manquerait juste, ce qui serait, à mon avis, une belle ajout, c'est qu'ils nous donnent donc des applications natives Silverlight directement dans Windows 7 et on ferait plus des applications WPF et on n'aurait qu'une technologie pour... Ça serait plus simple aussi le message également. On verra où Il y a la vie... encore des choses à clarifier, je trouve. Il y a encore des choses à clarifier, vraiment. On vit dans un monde où est-ce que l'être humain, par définition, aime se complexifier la vie. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Puis le problème, c'est que les gens réagissent vite et bizarrement, quand dans une conférence, on ne parle pas d'une technologie, ça voudrait dire que cette technologie est morte. Et ça, c'est assez dommageable. Et c'est un message, ça commence à être un petit peu fatigant avec Microsoft dans certaines conférences. Et Silverlight, ça fait ils en prend vraiment plusieurs fois là dans la face, puis pourtant il continue à faire évoluer Silverlight et c'est toujours réservé à des bons scénarios d'application. On n'a pas parlé de Windows Form dans cette conférence, hein, donc Windows Form doit être mort. Et juste pour moi, ce qui m'avait c'est une conférence web, Mario. Oui, mais ce que ça pour dire, c'est que on a fait nous un samedi.net il y a un mois ou deux sur l'architecture et moi le sujet que j'ai présenté, un des sujets, c'est sur le fameux patron MVP, Model View Presenter, avec Windows Form, vieille technologie, mais j'étais surpris combien de gens venaient me voir après en disant ça, je n'ai besoin demain matin parce que les gens font encore beaucoup d'applications Windows Form et les gens cherchent désespérément comment rendre ces applications-là testables et comment les faire évoluer parce qu'ils doivent les maintenir et ils vont peut-être avoir à les maintenir pour 5, 10, 15 ans encore. Donc, c'est pas du gâteau souvent. C'est vrai. Puis on l'oublie souvent nous-mêmes en tant que speaker de parler tout le temps des dernières technologies. Puis il y a quand même un gros bassin de technologies existantes qui ont quelques années. Hein. Il y a toujours du ASP classique. Du ASP classique va en avoir encore. On a tendance à trop souvent l'oublier. T'as eu un beau cadeau en allant au mix? Un petit Kinect? Bah oui, effectivement, ils ont donné parce que la troisième partie là du keynote au jour 2, c'était Kinect. Et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'ils ont montré qu'ils avaient sorti le SDK pour Kinect, pour Windows. En fait, je pense que Microsoft ont été un peu tannés de voir qu'il y avait trop de hacks là autour de ce SDK. Donc, les gens faisaient tous leur petite implémentation pour parce qu'il y a peut-être un potentiel détourner le Kinect du Xbox et faire utiliser un Kinect avec des applications sur un laptop. Et donc, Microsoft a vu ça et là, c'est l'équipe Microsoft Research qui ont sorti le SDK officiel, ou qui va sortir en fait. Je dis ça, il est sorti, mais il va sortir au printemps ou à l'été. Et on aura un SDK pour Windows, donc visiblement pour du WPF, pour utiliser Kinect. Je cherche encore la personne qui va penser à l'application miracle, que tu installes un Kinect sur ton écran, puis tout d'un coup ton PC fait des choses que tout le monde voudrait avoir, puis que là tout le monde va se dire il faut que je m'achète un Kinect pour mettre sur mon PC. Mais là ils ont vraiment monté des applications super cool, vraiment bien. Ils ont montré le fauteuil. Cool. Après, effectivement, c'était un fauteuil piloté par Kinect. Donc quelqu'un qui s'assoit sur le fauteuil, qui est venu sur le stage en pilotant son fauteuil, qui avait des roues et un moteur, en bougeant ses mains en avant, en arrière. Mais là, Mario, c'est le killer app. Alors, je pensais à autre chose moi quand je me disais ça prend mais killer app que
chez moi, là, j'ai un ordinateur. Qu'est-ce que je pourrais faire avec le Kinect que... Non, faut que tu penses outside the box. Mhm. Imagine-toi, là, t'es assis, bien assis, et au lieu de Tu veux chercher une bière sans te lever? Non, au lieu de tirer la... Mais peut-être Pour que... flusher, tu fais non, juste mais un peut-être que geste. le Killer App, c'est un Kinect avec un PC et un grand écran et ça devient ton nouveau téléviseur parce que là, t'as plus besoin de manette. On appelle ça un Xbox. Ouais, mais pourquoi? C'est parce que le Xbox, malgré le fait que c'est là depuis plusieurs années, il n'y a pas encore le support pour la télévision IP, donc... Ben oui, avec Netflix. Oui, mais tu sais, Ah ouais? si je voudrais par exemple regarder du tout.tv ou en tout cas prendre n'importe quoi, ça me prend quand même encore un PC aujourd'hui. Là. Ah oui, oui. À moins Ouais, que j'aie un ouais, iPad, ouais, puis ouais. là, je peux le regarder avec un iPad. Puis ils ont montré le Worldwide Telescope, une application qui existait déjà sur le web, en fait, dans Silverlight, où on peut explorer en faisant des zooms très très forts toutes les planètes, les galaxies. Et donc la personne pilotait cette application avec un Kinect, avec les mains, en faisant des gestes. Il naviguait dans la Voie lactée, en faisant des zooms absolument infinis et en bougeant comme ça les planètes. C'était assez impressionnant quand même. Et puis encore une autre démo, qu'ils appellent ça Coding for Fun, effectivement. C'est une équipe, je pense, en Allemagne, qui ont détourné également l'usage du Kinect pour les gens en faisant une application utile pour les gens déficients visuels ou aveugles. Et alors, ils ont installé le sensor du Kinect sur un casque. La personne met ce casque-là, donc elle a le Kinect qui est sur la tête. Le Kinect donc regarde en avant comme s'il regardait avec ses yeux. OK. Il a embarqué une espèce de ceinture avec des vibreurs. Les vibreurs. Ah, Des la choses- vibration va lui dire qu'est-ce Voilà, que la vibration veut dire de quel côté il doit tourner, parce que le Kinect, il embarque également dans son dos un backpack avec un laptop qui roule une application. Et donc le Kinect détecte la position de certains tags, et puis est capable de dire tourne à droite, tourne à gauche, ou bien même de faire vibrer comme ça la ceinture. Et donc ça marche avec des petits tags un peu comme les Microsoft Tags qu'ils avaient disposés sur les murs. Et donc la personne était capable de marcher, tourner à droite, tourner à gauche. Avec piloté un par son Kinect sur la Kinect. tête. Bon, c'est vrai que c'est pas discret actuellement, mais ça, c'est quand même intéressant, puis ça marchait très bien. Vraiment. Mais c'est quand même, super cool. moi je me dis, il y a peut-être quelque chose qui va sortir de Les chiens de guides ça. vont être remplacés par des Kinect. J'attends encore, mais j'aimerais ça, moi, si quelqu'un inventerait quelque chose, parce que la technologie, il faut juste la créer et ensuite il y a toujours quelqu'un qui trouve une idée géniale, puis tu fais comme T'as pas aimé mon idée de toilette que tu fais juste faire un tata puis ça flush? En tout cas, ils sont très satisfaits des ventes. Je crois qu'il y a eu 10 millions de Oui, Kinect. ça va bien, Ils, les ils ont ventes. appelé ça comme le premier device numérique à être autant vendu dans le monde. Je sais pas ce qu'ils appellent par device Là, numérique. Microsoft sont contents d'avoir une histoire, une bonne histoire à raconter qui est un peu du même ressort que ce que vit Apple de l'autre côté avec leur Kinect. Et il faut rendre justice. Effectivement, c'est une super technologie, le Kinect. Et donc, ils vont sortir le SDK au printemps et ils ont donné un Kinect à tous les attendees en espérant certainement Ouh. que des gens développent des choses cool avec ce SDK. Hey! À quand une application qui utilise le Kinect pour les gens qui viennent au groupe utilisateur, quand ils rentrent dans la salle, t'es détectes. Pourquoi pas, avec reconnaissance de face. Attention, le grand barbu, là, c'est Ah, Mario. boy. Écoute, Laurent, nous, on te remercie. Encore cette année, une bonne revue de ce qui s'est passé à la conférence mixte. Et je crois que c'est très clair qu'on doit se prendre un billet pour participer à la conférence du 13 au 16 Ils septembre. ont insisté là-dessus, effectivement, et je dirais les choses qui sont un petit peu confuses, Quand eh est-ce bien, qu'ils vont- seraient clarifiées à cette conférence. Quand est-ce qu'ils vont commencer on va pouvoir s'inscrire à cette conférence? A priori, dans les prochaines semaines, prochains mois, il y aurait un site web dont ils n'ont pas encore révélé le nom, puisque Parce que je pense que le nom veut dire quelque chose. Exactement. Donc, ça serait prochainement, après dans les prochaines semaines ou mois, là, on va pouvoir s'inscrire à cette conférence. Ou on va dévoiler, selon Mario, Windows Orange. Ou Windows Banane. Windows Banane. Windows Kiwi. Hey, en terminant, les deux keynotes, Laurent, que tu as mentionné, sont disponibles gratuitement sur le web. Effectivement, en fait, toutes les sessions et les keynotes On va mettre le sont lien, nous. intégralement. sur Voilà, il y aura le lien sur le Ça s'appelle Visit Mix, je pense. mais c'est live.visitmic.com. Donc tout est visible. En fait, ça redirige vers Channel 9, qui permet il a toute l'infrastructure pour enregistrer un vidéo ou le voir en streaming. Donc tout est visible online, gratuitement. Donc, ça pose la question de plus en plus, pourquoi se déplacer
pour être là, il y a le networking, il y a dans moi, l'événement. Ben ouais, personnellement, par exemple, je venais de fraîchement nommé RD, donc j'avais une journée complète où j'ai même pas vu une session parce que j'étais que dans des side meetings avec les RD. Puis les équipes produits, c'était quand même très intéressant parce qu'on a Il Joe vous expliquait Belfior, des par exemple. choses. Joe Belfior qui s'est présenté. Non, je vais pas dire ce qu'il a dit, mais des gens de Microsoft, des keynotes qui venaient présenter d'autres choses. Des choses plus qui sont du domaine de la confidentialité, si je comprends Mais bien. enfin, on n'a toujours pas le nom de cette conférence. Ah, on a bien je essayé savais de pas que ça va s'appeler l'avoir. Windows Banane. On a bien essayé de l'avoir, mais on ne l'a pas eu. C'est quoi la chanson, tu sais? Je veux manger ma banane. Oh boy. Vous voyez que je suis mieux de faire d'informatique. Je suis pas, Je vais pas tenir. Je pense qu'on laissez-moi va passer, manger ma banane. Ouais, je pense qu'on va passer à la prochaine section. Écoute, on te remercie encore, Laurent. Et Merci nous, on fait beaucoup. la pause pour après ça parler des actualités. Merci, salut. Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontréal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Les actualités avec Guy Barrette. Ben, il n'y en a pas d'actualité. On vient de tout défaire. Écoute, juste après, le lundi, juste après une conférence, là. Absolument, les seules actualités, Il y a c'est ce qui pas s'est- grand-chose, hein. c'est ce qui Donc, s'est annoncé à la conférence. Donc, on va peut-être parler des prochaines activités à la communauté .NET. Le 26 avril, c'est un alt.NET qui est en fait une suite au samedi.NET sur les patterns de présentation. Moi, ce que j'expliquais, là, qu'on a fait, nous autres, une journée au complet, parler de différents Ouais. patterns et Les gens en veulent encore, donc ils nous ont demandé si c'est possible de continuer sur cette lignée-là, puis de faire finalement une espèce de Q&A. ouais, puis on a Un un open space, un open puis space, pardon. discussion ouverte, puis souvent les gens, c'est qu'ils ont besoin des fois juste un petit peu plus de code où on leur montre, puis là, c'est le fameux déclic, ça fait, là, quand tu sais, puis quand un coup que tu as eu le déclic, là, tu fais, ah, là, je viens de comprendre comment ça marche. Tu peux plus programmer de la même façon. Parce que là, tu as compris comment être capable de faire du code qui va être testable sans avoir à faire des tests dans l'interface utilisateur. Mhm. Ensuite, le 3 mai, on va avoir un survol de certains outils de mocking. Ah oui, avec JustMock et compagnie, là, tous ces outils-là. Ouais. Ça va être intéressant parce que les outils de mocking, c'est justement, si on veut faire des environnements testables, c'est comme souvent une nécessité. Ouais. Et le 9 mai, on va parler de Code Contract. Oui, donc c'est une représentation d'architecture, mon groupe utilisateur, et c'est Joël Hébert d'Ottawa qui va venir nous parler des code contracts, qui est une fonctionnalité fort intéressante du Net 4.0 qui permet d'enlever, tu sais, souvent dans une des choses on met souvent quand on écrit une fonction, c'est tout le fameux code de garde, là. Si tel paramètre est plus petit que 0, donc au lieu d'avoir tout à coder ça, ben tu te fais un code contract et ça devient maintenant quelque chose qui est compilable. Donc c'est ton compilateur maintenant qui fait ça plutôt qu'être exécuté être exécuté à l'exécution. Donc et puis ça a d'autres bénéfices là, que Joël va expliquer aux auditeurs. Ouais. Et ensuite, je sais que quelque part en mai, il va y avoir une journée sur Azure. La communauté, la date n'est pas encore fixée, mais tenez-vous au courant. Inscrivez-vous à la liste, hein? Mhm. Parce que ça devrait être une belle journée. Absolument. Qui sera en deux parties. La première partie, une sorte d'install fest. Vends Un pas la bootcamp. plume avant Les de gens vont venir avec tuer leur les laptop. Indiens. Tu fais un Jean Perron de toi-même, il défend toutes les citations. Vends pas la plume avant d'avoir tué l'Indien. Pas le marteau et l'enclume avant de la caravane passe. On l'appellera plus Guy Barrette, on va dire Guy Jean Perron Barrette. C'est la période du hockey aussi au Québec. Hein, c'est peut-être ça déteint sur toi. Ouais. On peut pas dévoiler Go, Habs, go. le... Ouais. En fait, Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous inscrire sur la fameuse liste d'envois par courrier qu'on a à la communauté. On la spamme pas parce qu'on est tous inscrits sur on est cette tous liste. là-dessus. Ouais. Donc, nous, on remercie nos auditeurs et on vous revoit dans quelques semaines pour une Parler prochaine émission. de Windows Banane.
Non, on va parler. Écoute, ça va être un sujet intéressant. On va parler de certification. Et là, il y a tout un débat de ce temps-ci sur les certifications du côté agile, certification Scrum, et débat qu'on a déjà eu aussi dans la communauté .net il y a quelques années. Donc, on va discuter de ça, voir qu'est-ce qu'il y a. Ben sur ce, trêve de plaisanterie et de discussion de Windows Banane. Guy rit beaucoup de Windows On Banane. n'a pas arrivé à faire l'émission, on n'a pas arrivé à la closer. Ouais, il faut terminer cette émission. On vous souhaite bonne programmation. On vous revoit dans quelques semaines. À la prochaine. Visual Studio Talk Show.